Et le RH débarque dans le bureau et il commence à crier, au fait. Il commence mais vraiment à crier. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que ton stage était terminé vendredi, mais qu'est-ce que tu fous là? Et tout ça. Donc, je comprends pas, au fait. Je comprends pas. Prends tes affaires et sors du bureau. Et il me dit, je veux pas te revoir. Je repars, je reviens, je veux pas te revoir. Alors, Ahmed, tu décides de rentrer en Côte d'Ivoire. Sauf que tu vas vite déchanter. Pourquoi? L'environnement de travail en Côte d'Ivoire est très compliqué. Très, très, très compliqué. Pour te donner une idée, j'ai déposé plus de 70 CV. J'ai reçu zéro retour. Mais c'est vraiment zéro retour. Même pas un appel. Même pas un appel, rien. Tu déposes souvent, on ne te laisse même pas rentrer dans l'entreprise. Tu restes au niveau du gardien, c'est lui qui doit transmettre ton CV et tout ça, et c'est tout un système. Et du coup, si ça se trouve, il n'a jamais déposé. Il n'a jamais déposé, tu CV. sais pas, tu attends un appel qui va jamais arriver. Et je te dis, j'ai déposé plus de 70 CV, j'ai jamais reçu d'appel. Mais les 3 stages que j'ai eu en Côte d'Ivoire, c'est parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un dans une des 3 structures là que j'ai faites. Et comme cela, on m'a appelé, je donne un exemple, il y a une structure où j'ai déposé 2 fois mon CV moi-même, à l'accueil et un service courrier, on ne m'a jamais rappelé. Mais dès que je suis parti voir un homme qui connaissait quelqu'un au sein de l'entreprise, le lendemain, on m'a tout de suite appelé pour faire un stage. Wow. Et pourtant, ça faisait quoi, 1 an, 6 mois que je cherchais à faire un stage dans cette boîte. Et tu passes combien de temps avant de décrocher ton premier stage? Le premier stage, c'était dans un laboratoire. J'ai passé, je pense bien 4 mois avant de décrocher le premier stage. Mais 4 mois, on pourrait se dire ça va, c'est correct. Sauf que là où mais 4 mois on déchante, de dure recherche. c'est ça, parce que finalement, personne ne te fait de retour et c'est via un piston que tu finis par décrocher. Oui, c'est ça. Donc, je me dis, ok, bon, pourquoi pas. Les réseaux, on va pas se mentir, ça existe partout. Oui. Mais bon, tu fais ton premier stage et après, vu que j'avais pas aussi énormément d'expérience, je sortais d'école, j'avais juste fait mon PIFE, mon projet de fin d'études, dans un laboratoire aussi au Maroc. J'avais fait un stage, mais vite fait de 2 mois aussi au Maroc, et après j'étais rentré. Je me dis pourquoi pas. Après, ça va venir, c'est la première fois que je viens de sortir d'école, il ne faut pas qu'on se mente, le marché du travail est compliqué. Tu vois des gens ça fait 50, 10 ans qui ont fini les études, qui ont les diplômes et qui ne travaillent pas. Là, tu commences, est-ce que c'est la même voie qui m'attend après 5 ans au Maroc? Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. On a donné le tempo, vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, on reçoit un invité, Ahmed. Ahmed, après 5 années passées au Maroc, a pris la décision de rentrer en Côte d'Ivoire, dans son pays d'origine, pour des raisons familiales. Mais aussi, comme tout jeune diplômé, contribuer au développement de son pays. Sauf qu'une fois sur place, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il va faire face à certaines difficultés dans le monde du travail et à une grande désillusion. Il finit par prendre la décision de partir, de quitter à nouveau le pays. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de partager tout ça avec nous? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci de m'avoir invité, c'est pas. Le plaisir, il est pour moi. Sur Résonance, on a un petit rituel, c'est de te faire compléter une phrase. La phrase que j'ai pour toi, elle dit ceci. Ce que personne ne sait sur cette histoire, c'est que... Ah ouais. C'est qu'il y a certaines situations qui peuvent te briser, au fait, moralement, même si tu laisses rien transparaître. Le fait de se considérer comme un déchet, au fait, c'est plutôt ça. À un moment de la vie, tu te dis que bon, tu sers à rien. On t'a toujours dit que j'étais intelligent et tout, mais tu arrives et tu te dis, mais au final, je ne suis pas intelligent en fait. Pour que tu en arrives à parler de déchets, c'est que ça a été fort quand même, l'expérience en Côte d'Ivoire. Tu bouges un peu partout, personne ne te rappelle, donc tu te dis, mais
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si je fais 5 ans d'études pour rien, en fait, est-ce que j'ai gaspillé l'argent de mon père pour ça, en fait Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Pour Ahmed, il a 32 ans. Il va avoir 32 ans bientôt. Je suis ingénieur hydraulique en prévention des inondations. C'est pas courant, je sais, mais c'est mon métier au quotidien. Je me sens plutôt comme un étranger, au fait. Pourquoi je dis ça? J'allais te poser la question, donc vas-y. Pourquoi est-ce que tu te sens comme un Pourquoi étranger? je me définis comme un étranger? Parce que avoir vécu, j'ai 32 ans et j'ai fait 3 pays. Et je suis resté quand même longtemps dans ces pays-là. Et tu as l'impression... à chaque fois que je repars en Côte d'Ivoire, j'ai pas l'impression que je suis de ce pays-là parce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'attache à part mes amis très proches qui y sont et ma grande famille élargie. Donc quand je pars, j'ai l'impression de redécouvrir la culture, j'ai l'impression de redécouvrir les codes, j'ai l'impression de redécouvrir le monde du travail en Côte d'Ivoire, tu vois. Et pour ça, je me dis que j'apprends toujours de plus en plus sur la Côte d'Ivoire. Et on pourrait se dire, mais tu es en France depuis 6 ans, mais je suis en France, mais c'est pas, je veux pas victimiser ou quoi que ce soit, mais je suis en France, mais je suis pas chez moi. Je dis pas forcément que les gens me font ressentir ça, mais il faut reconnaître qu'on n'est jamais totalement chez soi à l'étranger. Donc, c'est un peu Donc ça. finalement, tu n'es chez toi nulle part. Nulle part, c'est ça. Même Ok. même pas en Côte d'Ivoire qui m'a vu naître, quoi. On va commencer par le commencement. À quel moment est-ce que tu te dis, je décide de rentrer en Côte d'Ivoire? Alors, le commencement, il est un peu dur parce que je décide de rentrer en Côte d'Ivoire suite à la mort de mon père, de mon défunt père, en 2015. Tu étais au Maroc quand tu apprends le décès? J'étais au Maroc, j'apprends le décès par le biais d'un oncle. Et mon père, il faut savoir que mon père, c'était tout pour moi, hein. À la hauteur de ses moyens, il me donnait tout ce qu'il pouvait me donner comme père, de façon que ce soit sur le plan financier, le plan des conseils et tout. C'était mon père et ma mère à la fois, quoi. Et le fait que je l'ai perdu du jour au lendemain, ça a tout remis en cause. Parce que moi, jusqu'à à ma 3e, 4e année, je ne savais pas ce que je voulais faire en vrai à la fin. Je partais juste à l'école pour faire plaisir à mon père, en fait. Du coup, quand tu apprends que ton père est décédé, là, tu commences à te poser les vraies questions. Qu'est-ce que tu fais maintenant de la suite, de ton avenir et tout? Je ne sais pas le terme exact, mais je suis plus focus au fait Et sur tu ça. deviens plus consciencieux. Plus consciencieux, voilà, merci. Du fait que, voilà, mon père... j'étais même pas inquiet parce que je me disais que si je rentre justement et que j'ai pas du travail, je sais que mon père, je sais pas comment il va se débrouiller parce qu'il m'a toujours soutenu, tu vois. Mais du coup, toi, à la base, dans ta tête, tu avais pour projet de rentrer quand même. Enfin, comme je t'ai dit, je savais pas. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'avais... Tant que quelque chose lui faisait plaisir, je le faisais, tu vois. Et en fait, tu J'étais... ne te projetais Voilà. pas, tu n'étais pas inquiet parce que tu savais que dans tous les cas, ton Quel que papa allait t'aider. soit je travaillais dans mon domaine des sciences de l'eau, soit mon papa, il allait trouver une solution pour m'aider. C'était C'est vraiment... quoi, il était haut placé? Non, il était... Les relations? Bizarrement, il n'avait pas tout ça. Il était une personne lambda, hein. Une personne D'accord, lambda, mais... c'est fou d'être Mais- aussi confiant, c'est Ben, quoi? je savais parce que, comme je te dis, tout ce que je lui ai demandé, il m'a Il a toujours toujours donné. fait. D'accord, du coup, à quel moment tu te dis, c'est bon, je veux rentrer? Du coup, quand j'apprends la nouvelle, je suis en M1, donc il me reste une année encore à faire au Maroc. Je suis le deuxième d'une famille de 3, du coup j'ai ma petite sœur qui est encore là, je me dis, bon, je suis le seul garçon de la famille, donc je me dis, Ahmed, voici la situation qui se pose à toi, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais maintenant? Enfin, j'appelle déjà la famille, vu que tu es au Maroc, on doit financer tes études, je ne suis pas boursier, on doit financer tes études et tout, bon. Quand papa était là, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais quand c'est plus papa qui est là, les questions commencent à se poser. Est-ce que tu restes au Maroc? Est-ce que tu restes pas au Maroc? On te laisse finir quand même ton master, mais après,
rentre, quoi, parce qu'on ne va pas toujours t'envoyer de l'argent au Maroc, tu vois. D'accord, donc il y a la question Il y a la financière question qui s'est financière. posée Et par après, rapport moi, à tes études. par rapport aux études, et après, je décide de rentrer pour que ma petite soeur ait une figure paternelle à la maison. Et j'en parle à mes amis. Et il y a certaines, il y a une qui est déjà en France qui me dit, mais Ahmed, c'est une mauvaise idée, ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Bon, en tant que bon Ivoirien, je me dis, ça va aller, je vais rentrer et tout. Du coup, quand tu prends la décision de rentrer en Côte d'Ivoire, quelles sont les premières actions que tu poses? Les premières actions, c'est vraiment faire mon CV, faire ma lettre de motivation. 8h, 18h, chercher du travail. Et je regarde un peu les vidéos sur Internet, je me dis, bon, je n'ai pas beaucoup d'expérience, donc peut-être commence à chercher d'abord un stage. Okay. Et par ce canal-là, tu vas rentrer pour avoir du travail. Du coup, je fais ça et pendant les premiers mois, 3 mois, 4 mois, rien, quoi. Bon, je me dis, en temps, vu que j'ai fait un domaine assez spécifique, sciences de l'eau, il n'y a pas énormément d'entreprises comme on pourrait l'avoir en économie ou en banque. Du coup, au bout des deux premiers mois, j'ai épuisé au fait ma liste d'entreprises que je connais et que j'ai trouvé sur Internet et tout ça. Donc, je refais une deuxième salle, je pars encore faire du porte-à-porte pour voir est-ce qu'ils ont bien reçu mon CV et tout ça et tout. On me dit, oui, est-ce que vous pouvez laisser votre CV? Bon, je le refais. Et en temps, histoire de ne pas rester à la maison à ne rien faire, je pars avec mon oncle dans l'ancienne entreprise de papa, du coup, pour comprendre un peu les trucs. Mon père avait des histoires, enfin des camions, donc voir comment un peu ça marchait et comprendre un peu le mécanisme, quoi. Donc tu trouves, c'est comme un job en attendant que tu puisses décrocher un emploi. Histoire de comprendre un peu les trucs. Donc je suis là, on m'appelle pas, on me dit pas si on a bien reçu mon CV, on me dit rien. Et j'ai un oncle, et lui il connaissait quelqu'un qui avait une entreprise dans un laboratoire d'analyse microbiologique et physico-chimique qui rentrait dans mes compétences. Et c'est comme cela que je décroche ce premier stage. Donc je fais mon stage, je termine et du coup 4 plus 6 mois ça fait, on est à la fin de l'année. On me renouvelle une deuxième fois parce que je ne sais plus exactement la réglementation en Côte d'Ivoire concernant les stages. Je crois qu'ils ont le droit de te renouveler le stage une fois, mais sans... Et au bout de la troisième fois, ils sont contraints de te donner un CDD ou un CDI. Et au moment où, vu qu'ils sont contraints par la loi, au moment où tu dois passer en CDD, on arrête ton stage. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que moi, on arrête mon stage, je me dis, il n'y a pas de souci, je me remets à chercher et tout. Et 2 semaines après, on me rappelle, mais viens refaire un stage. Je leur ai dit, moi, je suis vraiment pas, je sais pas comment les autres se comportent, mais moi, je suis vraiment pas sérieux du stage. Il faut qu'on se respecte. Et puis, je m'entendais bien avec on va dire la RH assistante, c'est elle qui m'appelle. Du coup, elle m'appelle, elle est étonnée que je lui dise non, en fait, parce que je peux pas. Moi, je lui ai dit, soit vous me donnez un contrat, peu importe le contrat, mais vous me donnez un contrat, je reviens, il n'y a pas de souci. Elle me dit non, de laisser tomber, mais de revenir. Elle pensait que je faisais ce qu'on appelle gros cœur en Côte d'Ivoire, mais c'était pas du tout ça, parce que je me disais c'était pas normal que si vous me rappeliez, c'est que quelque part, vous avez besoin de moi, pourtant que j'ai besoin de vous. Donc, autant trouver un compromis. Moi, je suis resté sur ça, je lui ai dit ça, ils m'ont jamais rappelé. Oui, en fait, c'est dans leurs habitudes et ils savent que la jeunesse est en demande. Et que dès qu'ils vont proposer, les gens vont courir pour dire oui. Mais donc ça l'étonne qu'elle soit face à quelqu'un qui se dit non, moi je lui ai dit non, je lui ai dit que moi, franchement, je croulais pas sous la richesse, c'était dur, hein, mais je manquais pas aussi d'argent, je vivais, on va dire, de façon correcte, quoi. Donc je lui ai dit, si c'est juste pour les 60 000 que vous me donnez, là, ça suffit même pas à faire mon transport parce que tu les claques dans les rien que dans le transport et peut-être un peu dans la nourriture, donc c'est vite fait. Après ça, tu vas quand même continuer de chercher Après ailleurs. Ça, je continue de chercher ailleurs. Du coup, j'écume un peu les foires, les expositions dans le domaine de l'eau.
je cherche un peu à voir les entreprises qui travaillent en partenariat avec les grandes entreprises. Je dépose mes CV. Mais pareil, après les 9 mois de stage, là, je reprends encore, mais c'est pareil, personne t'appelle et tout. Je revois, du coup, je fais des réunions maintenant de famille et tout. Là, tu découvres que tel tonton connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dans tel ministère de l'hydraulique ou à la fin, c'est comme cela que j'obtiens aussi mon deuxième stage dans la connaissance de quelqu'un. Apprenez à connaître les gens. Ah mais c'est important. Il faut avoir des connaissances qui connaissent des gens. En tout cas, c'est incroyable, mais moi, en tout cas, mon expérience personnelle me prouve que c'est pas que l'école telle qu'on nous l'apprend là qui est important. Connaître des gens, c'est le relationnel. C'est la clé. Bref, voilà, donc c'est comme cela que je trouve mon deuxième stage. Donc, deuxième stage aussi qui n'a pas duré celui-là de 3 mois ou de 2 mois, parce que en temps, j'avais découvert aussi un autre tonton qui connaissait vraiment quelqu'un dans une entreprise publique dans laquelle je voulais vraiment rentrer. D'accord. Parce que là-bas, je pense que je pouvais m'épanouir parce que ce stage-là, c'était dans un ministère. Dans le ministère, tu n'as pas vraiment d'encadrement et tout. Et je proposais même des trucs que moi, j'avais appris à l'école et tout. Et c'était marrant. Donc, ce stage-là se termine très vite. C'est toi qui y mets fin ou oui, parce que parce que tu as eu une nouvelle opportunité. Ils m'ont accepté dans l'office là où j'avais déjà déposé 2 fois mon CV sans qu'on m'appelle. Et là, la 3e fois, quand je passe par mon oncle, j'arrive à rentrer. Et ça, c'est une première anecdote. On arrive, on est 18 ou 20 personnes dans la salle, tous des stagiaires. Et le premier truc qu'on te dit dans la salle, c'est que vous tous qui êtes là, vous êtes là parce que vous connaissez quelqu'un. Ça, c'est le premier truc qu'on te sort. Je me dis, ok. Donc, j'aurais pu déposer 1000 CV. On m'aurait jamais appelé au fait. Jamais. Je me dis, oh là, ok. Donc là, il va falloir cravacher pour prouver que tu sais faire le travail, quoi. Je travaille, mon stage... Et ça se passe bien? Ça se passe bien. L'intégration, le boulot. Ça se passe bien. J'ai un chef le chef de service, dans le service dans lequel j'étais, là, il me confie une mission, on va dire une grosse mission à l'échelle du service. Il me laisse en autonomie là-dessus, je gère, je fais même des formations à certains collègues qui découvrent, qui ne connaissaient pas certains logiciels. Voilà, du coup, je fais bien mon travail. Et, tu sais, à la fin des stages, on te fait une attestation de stage ou une note de stage, un truc de ce genre, où il dit que j'ai bien travaillé. Il me montre même le truc que j'ai bien travaillé, qu'il me recommande comme embauche dans l'entreprise pour continuer le projet, parce que le projet, c'était un long projet. D'accord. Et donc, quand il te fait la lettre, c'est parce que dans sa vision, on peut te garder dans la boîte. Ouais. Lui, il me dit clairement que c'est une boîte, c'est assez compliqué, c'est les relations. Mais je fais cette recommandation-là pour qu'on puisse même te donner 3 mois de supplémentaires. Comme je t'ai dit, c'est la règle. Ils font un mois, une période de stage plus une période de stage parce que c'est réglementaire. Et après, on va voir comment on te garde pour que tu continues le truc. Je lui ai dit OK. Ok, du coup, à quel moment la désillusion va survenir? Au fait, aujourd'hui, je dis ça en riant, mais j'étais à la fois surpris. J'étais même pas en colère, j'étais surpris et étonné, au fait. D'accord. Du coup, je termine mon stage. Je termine mon stage 3 mois. On est 18, hein. Moi, j'ai la certitude qu'on va me garder pour que je continue le truc parce que mon patron, il aime bien mon travail. C'est ce que je dis tout le temps, en fait. Si mon patron me disait que j'avais mal fait mon travail, je ne serais même pas en train de faire ce podcast avec toi parce que je n'ai pas fait l'effort qu'il fallait. Mais quand on te dit que tu as bien fait les trucs et que ça se termine de la sorte, ça fait mal. Du coup, le stage se termine. Ils font les papiers entre chef de service et RH. Et le RH, il vient me voir le vendredi de ma dernière semaine. Il me dit que ton stage est terminé. Et puis je lui dis OK. Et mon maître de stage à côté me dit que on va te renouveler, ne t'inquiète pas. Mais quand il te dit ça, est-ce que le RH est encore là? Le RH est parti. D'accord. RH est parti. Du coup, lundi, comme d'habitude, j'arrive à 8h, j'ouvre le bureau, je m'assois et tout. Et le RH débarque dans
Et il commence à crier, au fait. Il commence mais vraiment à crier. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que ton stage était terminé vendredi, mais qu'est-ce que tu fous là? Et tout ça. Donc, je comprends pas, au fait. Je comprends pas. Prends tes affaires et sors du bureau. Comme si j'avais volé un truc. Ou je sais pas, il était venu me prendre en flagrant délit d'un fait. Du coup, je comprends pas. Il me dit, je veux pas te revoir. Je repasse, je reviens, je veux pas te revoir. Donc, je prends vraiment mon calme. Ça me fait mal, je suis dévasté au fait en ce moment précis-là. Je me dis que tu peux pas faire un bon travail, que tout le monde reconnaît, et qu'on te traite de la sorte comme si tu avais volé, comme si tu avais quémandé le travail là. Et en plus, c'est un service, c'est le service public au fait, donc je rends un service à tout le monde en faisant ce travail-là. Donc je prends mon calme, mes larmes sont vraiment là, hein. Je prends mon calme, j'appelle mon chef de service. Lui, c'est vraiment, on va dire, un doyen de la boîte, donc les gens, il est respecté. Et il me dit, lui aussi, il est très calme, à la cool, Ahmed, t'inquiète pas, ça va aller, on va te trouver un truc. Même si tu ne continues pas dans la boîte, tu vas, parce qu'on travaille avec d'autres partenaires, d'autres ministères, on va te trouver une place dans le ministère le temps que j'arrange les trucs et tout, ne t'inquiète pas, attends-moi, j'arrive. Donc je me calme. Comme on m'a dit de sortir du bureau, il ne faut pas avoir venir crier encore sur moi devant tous mes collègues. Et puis ça va faire honte. Je prends mes clics et mes claques, je ne vais pas attendre en bas tranquillement. Et tout. Mon chef de service, il arrive, on rentre et puis il me dit qu'est-ce qui s'est passé, je lui explique et tout. Il dit bon, ok, je vais gérer ça. Il appelle la personne, là, le RH, l'assistant RH. Il appelle même celui qui est son supérieur direct. Et il me dit qu'il va régler ça, mais que pour le moment, pour cette journée-là, de partir travailler à côté dans un ministère. La semaine qui suit, au fait, il me signe la prolongation du stage, le même RH là. Il m'appelle dans son bureau, viens récupérer. Ici là c'est moi le RH, Jean il te dit ici là c'est moi le RH, donc quand je parle il faut respecter ce que je dis, c'est pas mon chef de service le RH, donc c'est pour ça qu'il avait élevé la voix. Je prends mon papier, je sors tranquillement. De toute façon ça n'excuse pas, hein. Bon, il s'est pas excusé, hein, donc bon, j'ai pas demandé à ce qu'il s'excuse aussi. Tu te dis quoi? Je me dis au fait que c'est dommage au fait d'être humilié de la sorte pour un travail que tu fais bien. C'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit. D'accord. Parce que moi j'ai fait une école catholique où on nous a toujours dit tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait jusqu'au bout. Donc ça veut dire que dans tout ce que je fais, je me donne à fond. Donc le fait qu'on te traite comme un moins que rien parce que juste la personne il a un peu plus de pouvoir que toi. Parce qu'il était juste assistant RH, hein, je ne suis même pas sûr qu'il était RH. Et c'est que je n'ai pas dit, et ça va faire la transition avec la deuxième partie de l'interview. Moi, avec toutes ces expériences-là, à 1 an et demi, avant de trouver ce stage-là, je m'étais dit, Ahmed, et puis avec la famille, ça ne se passait pas super bien. Bah, tu sais, en Afrique, ton père meurt, les histoires d'héritage et tout ça. Bon. Je me suis dit, Ahmed, tu aurais dû écouter tes amis qui te disaient de partir en France. Donc, tente Campus France et on verra ce que ça donne. D'accord. C'est bien la transition. Mais moi, je vais reposer la question autrement. Parce que quand le RH te prolonge, c'est dans la foulée que toi, tu te dis, je vais commencer aussi à faire Campus France dans la même période. Quand j'ai terminé mon stage où la RH m'a appelé pour me dire... pour te proposer de revenir là, c'est à ce moment-là que tu avais entamé. Parce que Campus France, tu sais, ça commence en septembre là. Donc je me suis dit, encore une fois, j'appelle mes amis, mes deux proches amis là, on en discute. J'ai une amie qui est ici à Paris, elle me dit c'est une bonne idée, viens et tout. Et l'autre me dit oui, Ahmed, si besoin, on va te soutenir quoi. Parce que bon, tu commences un truc, il faut payer les études quand même. L'autre côté, comment tu fais quoi. Si besoin, on va te soutenir et tout. Donc je me lance dedans, je me dis on essaie voir. Et c'est comme cela que j'avais déjà entamé la procédure Campus France, donc avant de trouver même ces stages. Donc je me disais bon. Soit Campus France ne marche pas en France, soit je fais bien mon travail quand même et on me donne un CDD et puis je me débrouille ici. Dans les deux cas, je ne suis pas perdant. Ok, d'accord. Donc tu anticipes quand même. Et donc, à quel moment est-ce que si tu fais le choix de dire c'est bon,
j'opte pour campus français, je viens en France. Bah, le choix un peu s'est imposé à moi parce que au moment où le RH est venu faire son caca nerveux, là, excuse-moi du terme, mais ça coïncidait avec les réponses des universités, tu vois, sur la plateforme Études en France. Je crois à l'époque on devait faire 5 choix sur Campus France. Oui, d'accord. Donc, on va dire 5 choix. Les 4 premiers choix, les 4 premières universités là, me répondent très rapidement. Mon dossier est refusé. Bon, moi je me dis c'est mort. Hein. Une seule université, ils vont venir te répondre que tu as échoué, ils ont refusé ta candidature. Donc, je me dis, je me concentre sur le stage et puis je n'ouvre même plus la plateforme au fait, pour regarder la réponse de l'université. Et il y a mon ami là qui est en France ici qui me dit, mais Ahmed, ça fait un mois que tu n'as pas ouvert l'application. Regarde, on ne sait jamais. On sait jamais. Et comme c'est là, je me dis, oh bon, comme tu parles, je vais regarder. Et j'ouvre. Ah, monsieur, on a oublié de vous répondre, votre candidature est acceptée à l'université de Montpellier. Ça n'aurait pas été elle, peut-être j'aurais laissé le temps passer. Ouais, et ça aurait été trop tard. Voilà, ça aurait été trop tard et j'aurais regretté. Donc, moi j'avais cette acceptation-là. Mais du coup, venir en France, il y a 2 étapes. L'acceptation de l'école et le visa. C'est pas dit que si l'un marche, l'autre va marcher. Ouais. Donc, on a l'acceptation du visa. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Mes amis, ils sont jeunes, ils travaillent pas encore et tout. Donc, je vais pas avoir les tontons, les tantis. Est-ce que vous pouvez pas me cautionner pour le visa et tout ça? Bon, tu connais. Et donc, on me dit non. Pourquoi tu veux pas t'y faire encore en France? Qu'est-ce que tu veux pas t'y faire encore en France? Qu'est-ce que on n'a pas l'argent et tout ça et tout. Il me dit. Vraiment, la vie, c'est là que je commence. Quand je te disais que mon papa faisait tout pour moi, c'est là que je commence. Les souvenirs de mon papa remontent à la tête et puis je me dis, vraiment, si mon papa était là. Si mon papa était là. Bon, donc je cherche. Je trouve un ami. On va dire, on était ensemble à l'école. Lui, il accepte de me faire la caution parce que lui, il est déjà en France, marié, il travaille déjà et tout. D'accord. Donc il essaie enfin, il me donne ses papiers. Et moi aussi, je me rappelle que j'ai un oncle en France, qui est déjà en France, mais que je n'avais pas contacté. Et cet oncle-là, il accepte de me donner aussi la caution. Donc, c'est bien. J'ai deux cautions c'est super. Pour mon visa. Et le truc de dingue, au fait, c'est que c'est l'université de Montpellier qui me répond. Et moi, en France, c'est vrai que j'avais mon oncle à Brest, mais il était à Brest, je n'avais pas répondu pour une université à Brest. L'université de Montpellier, parmi toutes les universités, c'est la seule ville où je connaissais quelqu'un. Du coup, je demande à cette grande sœur qui est devenue ma maman aujourd'hui de me donner tous les documents. Elle me donne tout de suite les documents, elle ne fait même pas de difficulté. J'ai les 2 cautions. Donc, c'est comme ça que le visa sort. Et donc, du coup, tout ça, c'est dans la période du caca nerveux du RH. RH là. Donc, moi, et puis, ça me, comme je te dis là, ça me confortait au fait dans l'idée de venir en France. Parce que je me suis dit que, encore si j'avais été peut-être prolongé en CDD, j'aurais peut-être réfléchi pour dire que bon, j'ai déjà un travail ici, je ne vais pas partir m'embêter là-bas encore, tu vois. D'accord, mais du coup, quand ils te renouvellent le tout, tu as déjà... Oui, après comme le visa, je viens de le déposer, je ne sais pas, je sais pas ce qu'ils vont dire. Donc, j'accepte le renouvellement, et puis 2 semaines après, ils acceptent enfin, ils me donnent le visa. Et là, mon patron, on va dire c'est la première fois que mon patron m'introduit auprès du directeur de notre service en réunion d'équipe et tout pour dire que voilà, je gère tel projet et tout ça. Ce jour-là, je lui annonce que je m'en vais. Et du coup, il dit, ah, mais moi, j'ai bataillé pour toi et tout. Bah, il dit ça en rigolant, que j'ai bataillé pour toi pour que tu restes. Mais bon, je comprends et tout, je te donne mes bénédictions, vas-y. Du coup, quand tu arrives en France, tu vas retourner à l'école, hein, on le sait. Oui. Mais ensuite, rapidement, il va falloir aussi chercher un stage. C'est quoi
ton impression comparée à l'expérience que tu vas vivre en Côte d'Ivoire? Quand je viens en France, on va dire par rapport à l'expérience que j'ai vécue en Côte d'Ivoire, et je ne dis pas que c'est forcément facile de trouver du travail en France, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on va dire que les étoiles étaient alignées aussi. Parce que tout de suite, je trouve, pendant la période de Covid, où tout le monde est en train de fermer les entreprises, moi je trouve un stage, tu vois. L'année qui suit, je trouve mon alternance. Bon, pour ceux qui ne savent pas, l'alternance, c'est quand tu pars à l'école et que tu travailles en même temps. Donc ça te permet d'être payé pendant que tu pars à l'école. Et là, il faut qu'on précise, là, il n'y a pas de piston. Là, il n'y a pas de piston, pas du tout. Tu postules. Alors, comme je dis là, c'est pas pour dire que la recherche du travail en France c'est facile, parce que en comparaison, je pense que j'ai déposé plus de 70 CV en Côte d'Ivoire. En France, pour le M1, j'ai déposé peut-être une soixantaine de CV, tu vois. Mais j'ai eu des entretiens, on m'a expliqué pourquoi mes candidatures, parce que je tenais un fichier Excel de suivi de candidature. Donc je savais quand relancer le RH, quand appeler l'entreprise, pourquoi il m'avait refusé et tout ça. Donc, du coup, je me garde une année en CDD à la suite de l'alternance dans la même collectivité. Et je dépose encore moins de CV pour changer de boîte à la suite de ces un an en CDD, là, pour passer en CDI dans la boîte où je suis en ce moment. Non, mais c'est bien et c'est important aussi de faire ce parallèle-là pour connaître ton ressenti, justement. Qu'est-ce que ça t'a fait te dire par rapport à ton expérience en Côte d'Ivoire? Tu t'es dit quoi, en fait? Moi, je me suis dit... je me suis juste dit que c'est pas dans tous les écosystèmes, c'est pas dans tous les environnements qu'on est appelé à progresser, tu vois. Mais ce que chacun doit se dire au fait, c'est si on ne m'accepte pas quelque part, je pars. Ça n'a rien, ça ne veut pas dire que quand tu vas arriver là-bas, ça sera plus facile. Mais tu vas expérimenter de nouvelles choses. Et on ne sait pas où la grâce peut nous amener. Ne pas hésiter à découvrir de nouveaux sentiers, d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouveaux trucs, en fait. Parce que le fait que je sois venu en France, c'est que tout se soit aligné, mais assez facilement. Je me dis que vraiment, ne pas hésiter, ça coûte rien. Si on a les moyens, parce que souvent, venir en France, c'est pas facile. C'est une autre réalité et tout, mais si on a les moyens, Et donc, quand tu reprends tout ça, est-ce que tu regrettes d'être quand même rentré à l'époque en Côte d'Ivoire? C'est mon plus grand regret, je pense. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que tu penses avoir perdu du temps? C'est clair que je pense pas j'ai perdu du temps, c'est un fait. J'ai perdu du temps. Je suis pas rentré pour les bonnes raisons, en fait. Voilà. J'avais pas une vision claire à l'époque pour me dire que voilà, parce que comme je te disais, je rentrais pour ma famille et tout, pour ma petite soeur et tout, mais finalement c'est plutôt mal passé là-bas. Donc je pense que c'est mon plus grand regret jusqu'à présent, mais bon, comme on dit, la vie est faite de regrets et on avance avec, et j'assume pleinement. Si c'était à refaire, je ne le referai pas par contre. Il y a beaucoup de personnes qui à un moment donné se disent, faut que je rentre absolument au pays. Je dois aller contribuer, je dois développer mon pays. À une personne là en ce moment, parce que ça peut marcher pour d'autres personnes. Ouais. Donc, tout le monde n'est pas voué à rencontrer des difficultés, et en plus ce sont des difficultés parfois familiales, ça varie, ou professionnelles. Mais si aujourd'hui une personne qui nous écoute prend la décision de rentrer dans son pays d'origine, voilà, peu importe, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne-là? À quoi est-ce qu'elle doit faire attention? Je pense que aujourd'hui, si tu me poses la question, est-ce que c'est une bonne idée après ses études à l'étranger de rentrer dans son pays? Mon premier réflexe, ce serait de te dire non. Ça, c'est mon premier réflexe. Mais en développant, je te dirais que prends le temps d'étudier le marché. Okay. Prends le temps qu'il faut, prends les conseils. Et vraiment, ne te presse pas pour X ou Y raison, parce que ne pars pas juste parce que tu as l'amour du pays. Parce que le pays ne va pas forcément te rendre cet amour-là facilement.
Parfois, Voilà. le pays même ne tourne pas. On ne dit pas que... Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est nous qui allons développer l'Afrique. C'est nous qui allons... on est obligé, à un moment ou à un autre, de rentrer, développer notre pays. Ça, c'est sûr. Mais à quel prix? Il faut beaucoup étudier ça. Il faut beaucoup étudier ça et ne pas se dire que... Ne pas juste jouer sur la fibre patriotique ou la fibre familiale pour se dire que oui, je rentre et on verra, Inch'Allah. Tu vois. Donc je dirais à cette personne aujourd'hui qui me regarde, prends le temps de t'informer, prends le temps, si tu peux même trouver quelque chose avant de rentrer au pays, ce serait le mieux. Sinon, reste là où tu es, fais tes classes, sois expert dans ton domaine et tu viendras toi-même créer de la richesse, développer ton pays. C'est comme cela que moi je vois aujourd'hui. En tout cas, très beau conseil. Il faut se poser les bonnes questions. Il ne suffit pas juste d'avoir un coup patriotique, on va dire un coup émotionnel du patriotisme et de se dire c'est bon, je rentre. Il faut rentrer avec de vrais projets, une vraie stratégie et surtout une vision. Parce que sinon, à la moindre difficulté, au moindre blocage, tu vas te retrouver à terre et tu vas revenir. On arrive à la fin du podcast et sur Résonance, on a aussi, comme par hasard, un rituel de fin. Oui. Et donc, c'est de te lire le mot de l'invité précédent. Le mot dit ceci: prends soin de toi, car c'est tout ce que tu as. Ne te laisse pas intimider par qui que ce soit. Tu es sur la bonne route. Tu vas réussir. Ok, c'est un peu dans le thème du jour. Hein. Enfin, j'espère que tout va bien se passer, comme tu l'as dit là en France, pour que je continue et pourquoi pas un jour vraiment retourner au pays, développer des activités, apporter ma richesse et tout ça. En tout cas, c'est un bon message et merci à la personne qui a écrit ça. Ben, en tout cas, moi, je me joins à cette personne et je te dis merci déjà. Merci d'avoir pris le temps et le courage aussi de partager ton expérience parce qu'il y a une vague de mouvements, de Back to Africa, il faut retourner, il faut investir. Mais parfois, les choses ne se passent pas forcément comme prévu, sauf qu'on ne le voit pas. Beaucoup encouragent à partir, mais quand ça se passe mal, on ne le voit pas forcément. Il y a aussi cette fierté-là de montrer que le côté positif, tu vois. Et toi, tu as eu le courage de nous partager cette expérience-là, qui finalement s'est bien terminée parce que voilà, il y a eu une suite favorable. Aujourd'hui, tu es devant nous. Et on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Beaucoup de réussite aussi pour la suite, pour ta carrière. Et que tu puisses concrétiser justement les projets que tu as pour la suite, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Non, mais merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler dans ton podcast qui est assez intéressant, beaucoup de sujets intéressants qu'on égrène la playlist. Donc c'est vraiment intéressant. Et à toi aussi, vraiment bon succès dans ce que tu fais. Merci. C'est une très belle initiative de permettre à un peu tout le monde d'exprimer des choses qu'on ressent tout seul. Et voilà, bon, aussi, ça a été un plaisir d'échanger avec toi sur mon parcours, on va dire, de vie. Super, merci, c'est gentil. Vous avez entendu le témoignage de Ahmed. On a développé tout ce par quoi il est passé lorsqu'il a pris sa décision de rentrer en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a vu là-bas, ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti et la décision qu'il a prise de partir à nouveau. On espère que vous avez pu tirer des clés de tout ce qu'on a pu partager. Et si toi, qui en ce moment regarde cette vidéo, à un moment donné, tu as pris la décision de retourner dans ton pays et que ça se passe mal, on espère que cette vidéo va t'apporter un peu de courage, d'espoir. On ne te dit pas forcément que la solution, c'est de revenir ici, de venir en France ou d'aller dans un autre pays. Mais comme il a dit, c'est d'aller explorer peut-être d'autres horizons, d'autres possibilités, d'autres secteurs, on ne sait jamais. En tout cas, prenez tous bien soin de vous. Merci de nous avoir écoutés. Dites-nous en commentaire quelle partie de ce témoignage a résonné avec vous. Et sur ce, nous on vous dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et abonnez-vous. Ouais, et abonnez-vous. C'est important, partagez-le autour de vous.
Et n'hésitez pas à commenter pour donner la force au podcast. Bye! Bye!